Les sources d'informations modernes ne donnent pas de définition rigoureuse du terme « accompagnement de vie ». S'agit-il de la présence d'une personne à nos côtés à qui l'on peut confier nos sentiments et nos émotions, être entendu avec acceptation et sans jugement, ou bien s'agit-il d'une psychothérapie de longue durée où l'on traite de vastes demandes qui, en cours de route, s'enrichissent de nouveaux questionnements, détails et situations? Il existe d'autres définitions confuses de cette expression. En réalité, l'accompagnement de vie doit être pris au sens littéral. C'est un terme de la physique des énergies, nouveau pour beaucoup, décrivant un éventail large de tâches visant à assurer la vie des organismes vivants et d'autres objets matériels. En se basant sur les sources originales des Nouvelles connaissances d'Alexandre Katibov, Boris Makov et Fyodor Shkrudnev, ainsi que sur les documents des conférences en ligne auxquelles Boris Makov a participé, il est possible de préciser et de montrer ce qu'est réellement ce concept. Si l'on devait donner au terme « accompagnement de vie » une définition formelle, alors ce serait celle-ci. L'accompagnement de vie de la matière est l'organisation et la gestion des processus visant à fournir aux biostructures et aux objets et à la matière inanimée, inerte, les gammes de fréquences énergétiques nécessaires à leur matérialisation constante, à la préservation de leur forme et à l'exécution de leurs fonctions assignées à travers les réseaux énergétiques de ces objets. Dans cette vidéo, nous allons esquisser quelques directions de l'accompagnement de vie afin que vous puissiez forger votre propre compréhension de ce processus crucial. Compte tenu de tout ce qui précède, l'accompagnement de vie est, dans les grandes lignes, un processus d'approvisionnement en énergie. Commençons par le niveau galactique. Nous distinguons deux types d'énergie, l'énergie électrique, dont le porteur est le photon, et l'énergie magnétique, dont le porteur est la particule magnétique. Ce sont des particules élémentaires. Les plus de 300 particules élémentaires répertoriées par la science officielle ne sont en réalité que ces mêmes particules magnétiques et photons dotés de paramètres physiques et de vitesses différents. La particule magnétique est une particule matérielle indivisible à l'échelle de mesure préatomique. Il n'existe rien de plus petit que la particule magnétique. Sa structure énergétique est constituée de grilles énergétiques formées par deux dodécaèdres reliés par un tétraèdre. Elle est le porteur de la matière de l'énergie magnétique et possède un champ magnétique qui a une densité et une masse. La particule magnétique participe directement à la formation de la matière, à commencer par la création des électrons et des noyaux atomiques. La densité de la particule magnétique est de 100 millions de tonnes par centimètre cube. Le photon est une microparticule élémentaire indivisible qui est le porteur de la matière de l'énergie électrique à l'échelle de mesure préatomique. La structure du photon est représentée par des grilles énergétiques sous la forme d'un tétraèdre dodécaédrique. 4 dodécaèdres reliés par 6 tétraèdres constituent la structure d'assemblage de la grille énergétique du photon. Les photons, conjointement avec les particules magnétiques, participent directement au processus de formation de toute matière, en commençant par la création des électrons. La densité du photon est de 10 000 tonnes par centimètre cube. La manifestation la plus éclatante de la nature de l'existence des photons est la lumière provenant du Soleil et des étoiles. La lumière est un flux dirigé de photons. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées en regardant nos vidéos portant les titres correspondants sur la chaîne La connaissance systémique. Dans notre galaxie, les porteurs d'énergie sont produits par le générateur central de la galaxie, appelé dans le monde scientifique « trou noir ». Les photons et les particules magnétiques sont également récupérés par ce générateur central à partir des planètes ayant achevé leur mission fonctionnelle. Ces planètes sont démontées de manière structurelle et séquentielle jusqu'au niveau de leurs éléments constructifs primordiaux, en photons et particules magnétiques, tandis que les noyaux atomiques sont extraits de certaines planètes pour une utilisation ultérieure. Ensuite, les flux de particules magnétiques, de photons et de noyaux atomiques sont répartis dans toute la galaxie pour être utilisés ultérieurement dans les systèmes stellaires selon leur affectation directe. Dans l'architecture énergétique de la sphère dodécaédrique de la galaxie, il existe un élément appelé le tore de remplissage matériel. C'est précisément dans le plan de ce tore que se situent tous les systèmes planétaires de la galaxie. Ce plan est appelé espace-temps.
Dans cet espace-temps, toutes les planètes des systèmes stellaires parcourent leur chemin évolutif dans la partie supérieure de ce plan, du centre vers la périphérie. Elles ne peuvent pas franchir l'équateur de la galaxie vers la partie inférieure du plan, tant qu'elles n'ont pas franchi toutes les étapes de leur développement. Malgré l'étrangeté apparente du processus de décomposition des planètes en leurs composants élémentaires, il s'agit pour la galaxie d'un processus tout à fait routinier. Une planète est cultivée au sein de la galaxie et après sa naissance, elle est dotée d'un programme de développement et d'une mission fonctionnelle. Ce programme de développement, en tant que processus évolutif, peut comporter plusieurs étapes. Chaque étape du développement d'une planète se caractérise par une gamme de fréquences maximale. Par exemple, notre planète Terre se trouve actuellement à la première étape de son développement avec une gamme de fréquences de 2 puissance 512 oscillations par seconde. Lors de la deuxième étape de l'évolution de la Terre, cette gamme sera 2 fois plus élevée. La Terre compte au total 8 étapes de développement, et pas seulement au sein de la galaxie de la Voie lactée. Lorsque l'évolution de la planète Terre dans la galaxie de la Voie lactée s'achèvera, elle sera intégralement retraitée dans le générateur central de la galaxie en photons et en particules magnétiques. Mais avant cela, toute la structure énergétique du système de gestion ainsi que l'ensemble de la population seront transférés sur une nouvelle Terre. Ensuite, cette deuxième Terre commencera son mouvement vers son nouvel emplacement. Le processus de préparation de cette seconde Terre a déjà été lancé. Les bras des galaxies sont en réalité des flux de particules magnétiques et de noyaux atomiques. Si nous voyons 4 bras galactiques, ce sont les flux de noyaux atomiques de la matière, mais entre eux, il existe également des bras contenant des particules magnétiques que nos appareils photo et vidéo modernes ne peuvent capturer, les rendant invisibles. Au total, la galaxie compte 8 bras, 4 composés de noyaux atomiques de matière et 4 composés de particules magnétiques. Il faut ajouter que les photons, les particules magnétiques et les noyaux atomiques sont des particules indestructibles. Par conséquent, ils peuvent être utilisés un nombre pratiquement illimité de fois. Notre galaxie, la Voie lactée, reçoit une certaine quantité de noyaux atomiques, de particules magnétiques et de photons dont nous avons besoin de la part d'autres galaxies et, en retour, elle leur transmet les photons, particules magnétiques et noyaux atomiques nécessaires selon les programmes d'échange énergétique de l'univers. La structure énergétique de la galaxie est une sphère dodécaédrique. Cette structure maintient la configuration spatiale de la galaxie qui contient 18 axes de symétrie et 6 translations. La tridimensionnalité de l'espace n'existe aucunement. Les 18 axes de symétrie sont rigidement fixés dans leur position en tant qu'élément essentiel de l'armature du construct de l'espace lui-même. C'est précisément par rapport à cette base seule du modèle spatial que se forment et se définissent toutes les mesures linéaires et angulaires traditionnelles que nous connaissons à n'importe quel niveau d'échelle de mesure, de l'échelle atomique et moléculaire jusqu'au méga-niveau de l'échelle de mesure de l'univers. À suivre. Vous pouvez lire des informations plus détaillées à ce sujet dans la monographie de Fyodor Shkrudnev, intitulée « Reconstruction de la réalité » sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.